Bonsoir à toutes et à tous. La situation s'est rapidement détériorée au Nord Kivu. Les rebelles du M23 sont à la porte de la ville. Une ville complètement barricadée par les casques bleus de l'ONU. Les sources renseignent que les FARDC se sont repliés à Saké, à 30 km de Goma. À suivre dans ce journal tout un dossier. Le ciel s'est éclairci peu à peu entre Paris et Kinshasa. C'est avec tous les honneurs que le Premier ministre Matata Ponyo a été reçu en visite officielle dans la capitale française. Le chef du gouvernement congolais a rencontré le Premier ministre français et d'autres autorités. Sans surprise, le projet de budget de l'État pour l'exercice 2012 est passé à l'Assemblée nationale. Le texte que devrait subir des modifications a été renvoyé à la Commission économique et financière pour les derniers toilettages. Les principales artères de la capitale vont bientôt faire peau neuve grâce au prêt de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique. La signature officielle de la demande de prêt a eu lieu samedi, comme pour dire que la modernisation des infrastructures routières se poursuit en République démocratique du Congo. Merci à vous de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. Tout de suite, direction Goma, dans le Nord Kivu. Situation inquiétante dans l'est du pays, à Goma. La ville est toujours sous la menace des rebelles du M23 qui sont à la porte du chef-lieu de la province. Les casques bleus protègent la ville, tant bien que mal. Une ville qui s'est vidée de ses habitants. Ces 3 derniers jours, les combats ont fait rage entre les forces loyalistes et les rebelles du M23. La prise de Kibumba, dernier verrou à 20 km de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a accéléré l'avancée des rebelles. Durant toute la nuit, des combats à l'arme lourde d'une rare violence se déroulaient jusque très tôt ce matin autour de la ville. Les casques bleus de l'ONU s'employaient non seulement à protéger Goma, vidé de sa population, mais aussi à évacuer le personnel civil. Quant aux soldats congolais, des sources concordantes indiquent qu'ils se seraient repliés à Saké, à environ 30 km de Goma. Alors du côté des rebelles, on demande à l'ONU de cesser de soutenir les FARDC. Pour l'heure donc, les casques bleus ont mis en place une sorte de bouclier autour de la ville, ce qui empêche le M23 d'y entrer. La progression du M23 en direction de Goma, la capitale du Nord Kivu, doit cesser, de même que tout soutien extérieur dont ce groupe bénéficie. Le Conseil de sécurité de l'ONU l'a déclaré à la presse ce samedi à l'issue de la réunion tenue en urgence suite à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans le Kivu. Le Conseil de sécurité a également annoncé le renforcement prochain des sanctions à l'encontre du leadership de ce mouvement rebelle. Rappelez-vous, jeudi, le gouvernement confirmait la reprise des combats dans l'est du pays. Devant la presse, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, félicitait aussi les États-Unis à propos des sanctions prises contre le leader du M23. Reportage. 72 heures seulement après la publication du rapport final des Nations Unies sur la situation à l'est de la RDC qui confirme le soutien du Rwanda au M23, c'est le moment choisi par cette rébellion pour reprendre les hostilités dans cette partie. Des positions des FARDC situées à la porte de la ville de Goma ont été attaquées tôt ce matin, ainsi que le confirme le porte-parole du gouvernement congolais. Pas plus tard que ce matin, les positions des FARDC dans la zone de Kibumba ont été massivement attaquées par des éléments du M23 qui ont occupé la petite localité de Gisiza à proximité de la frontière avec le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo font leur devoir. Ils résistent, ils endiguent, ils contiennent cette agression. Et au moment où nous parlons, 6 corps des assaillants en tenue des forces loyalistes rwandaises ont été retrouvés sur le site. Accusé par le gouvernement congolais de prêter main forte à la rébellion de M23, l'Ouganda, qui nie son implication, vient de décider de la fermeture de sa frontière avec la RDC au poste frontalier de Bunagana. Une décision saluée par Kinshasa qui attend plus de son voisin. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prend donc acte de la décision prise par l'Ouganda. Mais il attend en même temps d'observer l'évolution de la situation sur le terrain et particulièrement les mesures
qui pourraient être prises par ce voisin à l'endroit de tous ceux de ses ressortissants qui ont été cités dans le rapport des experts des Nations Unies pour pouvoir se prononcer définitivement sur tous les aspects de ce rapport. La décision du gouvernement des États-Unis et de l'Organisation des Nations Unies de geler les avoirs du chef rebelle Sultani Makengo et celle de la Belgique de suspendre sa coopération avec le Rwanda pour son soutien au M23, Lambert Mende voit à travers ces gestes un signal éloquent de nouvelles dispositions de la communauté internationale sur le problème sécuritaire de l'Est. Mais seulement, le porte-parole du gouvernement voudrait d'autres mesures plus contraignantes. À notre avis, les auteurs ainsi identifiés des massacres et autres violations perpétrées sur des populations civiles en République démocratique du Congo méritent des poursuites devant la Cour pénale internationale. Le preuve de l'implication du Rwanda étant avérée, plus rien, a affirmé Lambert Mende, ne peut expliquer l'atermoiement de la communauté internationale à infliger les sanctions contre ces pays en vue de les contraindre à arrêter l'agression de la République démocratique du Congo. À propos des sanctions, justement, la Belgique, vous le savez, a suspendu sa coopération militaire avec le gouvernement rwandais. Il est inadmissible, selon Bruxelles, de former des militaires qui pourraient contribuer à la déstabilisation de la RD Congo. Cette décision du Royaume de Belgique est largement commentée dans l'opinion congolaise qui salue cette marque de solidarité, mais elle attend de Bruxelles que ce pays puisse, donc la Belgique, aller plus loin que ça. Marie-Jeanne Bibomba, Dieu merci Sweka. La Belgique s'est enfin prononcée. Elle décide de suspendre sa coopération militaire avec le régime de Kigali. Selon le communiqué de son chef de la diplomatie, Didier Reynders, il est inadmissible pour eux de former des militaires qui pourraient contribuer à la déstabilisation de la RDC. Bruxelles veut aller plus loin. Il entend proposer aux autres partenaires de l'Union européenne de suspendre également leur coopération avec le Rwanda, à l'exception des programmes directement destinés aux populations locales. On se rappellera pourtant que l'ancienne métropole émettait de réserves avant de prendre une position face aux accusations qui pèsent sur le Rwanda dans le soutien à la rébellion du M23. Pour elle, il fallait au préalable attendre une position commune de l'Union européenne, par exemple. Mais qu'est-ce qui explique ce revirement brutal de Bruxelles? C'est la question que tout le monde se pose. Pour certains, le séjour des hommes d'État belges en République démocratique du Congo y est pour quelque chose. D'autres encore pensent que c'est le résultat du travail diplomatique entrepris récemment par le Premier ministre Matata Ponyo, notamment auprès des autorités belges. Dans tous les cas, la décision de la Belgique n'est pas dépourvue d'intérêt. À Kinshasa, une partie de l'opinion note avec satisfaction l'expression de la solidarité belge, en même temps qu'elle encourage Bruxelles à tout mettre en œuvre pour obtenir une condamnation unanime du Rwanda lors du prochain Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne prévu le 19 novembre prochain, mais aussi de sanctions ciblées à l'encontre des dirigeants rwandais. Le choix de la Belgique a surtout une valeur symbolique non négligeable, argumente nombre d'observateurs. Il n'en est rien, tranchent d'autres observateurs. L'acte posé par la Belgique n'aura aucune incidence sur Kigali, qui ne cache pas son arrogance. Le gouvernement rwandais ayant déjà banalisé de sanctions prises contre lui par les États-Unis, les Pays-Bas ou encore la Suède. Cependant, il est de l'intérêt de la RDC de chercher à ce qu'un plus grand nombre de pays se rallient à sa cause. Après la Belgique, il faut peut-être travailler sur la France. Cette dernière a déjà, par la bouche de son président, soutenu que la souveraineté de la RDC devait être respectée. Il appartient maintenant à Kinshasa de capitaliser cette position française et de minorer ce qui divise les deux camps. Situation toujours dans l'est de la RDC. Jean-Pierre Bemba, président du MLC, depuis son lieu de détention à La Haye, appelle à la consolidation de la paix dans le Kivu et à l'unité, à la réconciliation, mais aussi à la cohésion nationale. Le leader du mouvement de libération du Congo demande au pouvoir en place de respecter la démocratie. Anita Lombois, Mariam Boya, Baby Malobo.
Face à la presse, le secrétaire général du Mouvement de libération du Congo, MLC, Thomas Louaka, a transmis le message adressé au peuple congolais par le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, depuis La Haye. Celui-ci pense qu'aujourd'hui, le pays se trouve en guerre. Cette crise menace l'existence de la RDC comme État et comme nation, fait-il savoir. Jean-Pierre Bemba invite le peuple à transcender les sentiments personnels et les intérêts privés devant cette cause nationale. Cette situation m'interpelle et m'engage aux côtés de mes camarades du mouvement de libération du Congo, mais aussi, au-delà de tout clivage politique, d'adresser ce message à toutes les forces vives de la nation. Le plus urgent et le plus important est de sauver le Congo. Il est fondamental d'œuvrer tous pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo, le respect des droits de l'homme et des libertés individuelles, l'instauration d'une vraie démocratie, redonner au Congo sa place de choix, son positionnement stratégique en Afrique et dans le concert des nations. Avec Dieu nous vaincrons, slogan du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba, ce parti d'opposition souhaite la restauration de l'autorité de l'État et la réactivation de la démocratie. Retour à Kinshasa, où l'insécurité ne faiblit pas. La famille Maï a été visitée par des hommes armés le week-end dernier. Ces derniers ont causé beaucoup de dégâts dans leur sale besogne. Le bilan fait état de plusieurs dégâts matériels et un petit enfant grièvement blessé par balle. Compte rendu. C'est vendredi dernier, vers 22 h, des hommes en uniforme non autrement identifiés et armés ont visité l'expert comptable Désiré Maï. Une forte agression accompagnée de plus d'une dizaine de coups de feu, alertant ainsi tout le quartier Mamayemo dans la commune d'Ngalema, comme tente de l'expliquer la victime. Ils sont entrés par la porte de la cuisine et ils sont retrouvés au salon. Ils ont demandé à tous les enfants, ils ont tenu tous les enfants au respect. Les enfants qui étaient au salon, il y en avait 3. Il y avait le grand garçon qui était sur la table en train de manger. Et ils les ont tenus au respect, ils ont commencé à se partager les histoires. Celui-ci va prendre ça, celui-ci va prendre ça. 5 étaient armés, et plus ou moins 7 étaient armés. Et 2 qui n'étaient pas armés sont restés dehors. Les 5 sont entrés dans la chambre. Et pour entrer dans la chambre, il faut passer par le couloir. Dans des chambres, il faut passer par le couloir. Et quand ils sont passés par, tous les 5 se sont introduits dans la chambre et ont trouvé mon épouse qui était déjà couchée sous le lit. Cette attaque violente a causé des dégâts considérables ainsi qu'on peut le voir sous ces images. L'un des fils Maï s'en est sorti grièvement blessé. Il a reçu une balle au genou. Ce dernier a été vite conduit à une formation médicale proche pour les premiers soins. Les habitants de ce quartier déplorent cette situation qui devient récurrente. makambo tozomona en tout cas trouver solution vraiment trouver solution baza ebele moi-même nazaki pe victime na ndako na zemi ya bébé nanga ya mukie ba koteli biso ba botoli biloko nyonso ba bimisi même poignard ba pasolanga li ba bimisa mona donc tozana insécurité makasi. L'autorité publique devra se sentir interpellée car la sécurité des personnes et de leurs biens est une des missions régaliennes dévolues à l'État. Mais pour l'heure, selon la victime, aucun service compétent n'est passé pour faire le constat. C'est le sourire entre Paris et Kinshasa et c'est loin des phrases assassines d'avant le sommet de la francophonie. Le climat a donc changé. C'est les bras ouverts que le Premier ministre a été reçu par les autorités françaises. Matata Ponyo l'a dit lui-même à l'issue de cette visite de 3 jours avec le Premier ministre français. Il a surtout été question de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La France donne son soutien à ce propos à la RD Congo. Doudou Ndombe. À Matignon, avec son homologue français Jean-Marc Ayrault, Matata Ponyo a pu obtenir le soutien de la France pour la pacification de la partie est de la RDC. Alors que le Rwanda, principal accusé dans la crise congolaise, est admis comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France propose d'apporter un appui substantiel en termes de rétablissement de la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs. C'est là dans le but de permettre à la RDC de retrouver le chemin de la paix. La France est très engagée
aux côtés de la RDC pour en tout cas trouver une solution rapide à la question de l'insécurité à l'est du pays. Le Premier ministre français l'a répété et nous a donc réaffirmé la volonté de la France de pouvoir s'impliquer totalement à la résolution rapide de cette question. Cette rencontre aura également permis au Premier ministre congolais d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'état des relations entre la France et la RDC, des relations qui du reste sont au beau fixe, confirme Matata Ponyo. Il n'y a pas eu de problème entre, en tout cas, la France et la RDC à marge de ces sommets, et bien au contraire. Je crois qu'il ne faut pas se référer aux impressions de façade, il faut plutôt se référer à la substance. S'il y avait donc des problèmes, je ne serais pas venu ici en France avec l'accord des autorités françaises. J'ai été, comme vous le savez, dans le cours de l'Élysée, rencontrer en tout cas des collaborateurs immédiats du président Hollande, tout comme je viens de terminer une séance de travail au sommet avec le Premier ministre français. Ainsi, les folles rumeurs qui voyaient les deux États au bord de la rupture sont désormais battues en brèche. Certains journaux prédisent déjà un remaniement, c'est le cas du journal Le Potentiel. Dans les milieux bien informés, on pense que les lignes devraient bouger. Doit-on s'attendre à un gouvernement Matata 2 et avec qui? Commentaire de la rédaction avec Jemima Mogo. Après la déroute qui a suivi les dernières élections des gouverneurs du Bas-Congo et de la province orientale, la majorité a pu, malgré tout, tourner la page. L'heure est désormais au recadrage, pensent les observateurs. Et le gouvernement ne devrait pas être épargné dans ce cas. Au plus haut niveau de la majorité présidentielle, c'est le silence radio. Rien n'a encore filtré, mais la question est déjà sur toutes les lèvres dans le camp au pouvoir. Et ils sont nombreux à penser que le silence de l'autorité morale est le signe annonciateur d'un bouleversement dont l'onde de choc pourrait s'étendre jusqu'au gouvernement. C'est dire qu'un réaménagement de l'équipe Matata Ponyo serait en vue, ce qui laisse libre cours à toute forme de conjecture. Mais avec qui alors devrait-on composer la nouvelle équipe? Va-t-on prendre les mêmes et recommencer? Des questions qui alimentent la chronique dans divers milieux politiques. L'énigme reste entière. Pour le journal Le Potentiel, l'expérience Matata 1 a présenté les limites d'un gouvernement bâti sur aucun principe. Ainsi, là où le chef du gouvernement a annoncé exclure les chefs des partis de la majorité, certains se sont retrouvés miraculeusement dans le gouvernement. En plus de ce critère d'exclusion des chefs de parti sur lequel le Premier ministre s'est par ailleurs dédié, Matata 1 n'a pris en compte le poids politique des partis au sein de la majorité présidentielle suivant les résultats issus des législatives de 2011. Autant rappeler qu'au regard des sièges obtenus aux dernières législatives, la majorité et ses alliés avaient aligné par ordre décroissant le PPRD, le MSR, le PALU, l'ARC, etc. Par principe, la composition du gouvernement devait se faire sur cette base-là. Cette fois, avec Matata 2, des lignes devraient bouger pour arrondir les angles en vue d'éviter que la majorité ne sombre. Matata 2 sera fait sur de nouvelles bases, sans doute plus conciliantes. Ceux qui maîtrisent la philosophie de base de la plateforme pour avoir été au front depuis la nuit des temps ont le droit de se retrouver autour du Premier ministre pour accompagner le chef de l'État dans son grand projet de la révolution de la modernité. On va à l'Assemblée nationale. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2013 présenté par le gouvernement a été jugé recevable par la représentation nationale. C'était à l'issue de la réplique du Premier ministre aux préoccupations soulevées par des députés nationaux lors du débat général. Augustin Matata Ponyo a pris un engagement ferme devant les élus du peuple, celui de respecter toutes les recommandations formulées au cours du débat. Oscar Bakandoa, Blanchard Kandoro. C'est un ouf de soulagement pour le chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo, qui a réussi à faire passer son projet du budget de l'État pour l'exercice 2013. Le chef du gouvernement a obtenu ce quitus des élus du peuple à l'issue de sa réplique aux préoccupations soulevées lors du débat général.
Le Premier ministre a tenu à rassurer la représentation nationale sur la mobilisation des recettes et leur affectation dans tous les secteurs. Il a par la même occasion pris l'engagement de respecter toutes les recommandations formulées par les élus du peuple lors de ce débat. Je voudrais vous rassurer, honorables députés, que toutes les recommandations faites à l'endroit du gouvernement ont été notées et feront l'objet d'un suivi particulier, notamment celles relatives à la reddition des comptes. Malgré les incertitudes liées à la conjoncture internationale un peu plus difficile et à l'agression de la partie est de notre pays, votre gouvernement réaffirme sa détermination à aller de l'avant et à exécuter son programme d'action dont le point d'ancrage est évidemment la révolution de la mondialité telle que prônée par le chef de l'État. En dépit de toutes les critiques engagées sur ce document du gouvernement, les députés nationaux l'ont déclaré recevable. Je pense que si nous avons reçu, nous avons jugé recevable le projet du budget, c'est dans l'intention de l'améliorer. Dire que c'est plus ce qui nous a convaincu, c'est un peu mitigé, parce que ces réponses ont été beaucoup plus théoriques. Il est resté dans la politique générale, alors que pour le budget, il devait être précis dans le temps et dans l'espace, par nature et par destination. Comme nous avons une commission ECOFIN et contrôle budgétaire qui va s'occuper de cette matière, dont je fais moi-même partie, nous allons essayer de travailler pour présenter un budget tant soit admissible. Le débat général est clos et le travail revient à la commission économico-financière et contrôle budgétaire pour harmoniser le texte et présenter son rapport dans un délai raisonnable. Dans l'autre chambre, les sénateurs, pour leur part, ont voté à la majorité le projet de loi modifiant et complétant la loi portant code du travail. La loi modifiée donne la possibilité pour la femme d'effectuer un travail de nuit et donne droit aux travailleurs de se défendre. Les détails avec Oscar Bakandoua Blanchard Kandolo. 10 ans après son entrée en vigueur, le nouveau Code du travail a connu des difficultés dans le cadre de son application. Certaines de ces dispositions sont apparues inadaptées à l'évolution socio-économique et aux normes internationales du travail. Sur le 334 articles du nouveau Code, 17 articles sont concernés par ces modifications. Parmi les innovations, le droit pour le travailleur de se défendre lorsqu'est envisagée contre lui une mesure de licenciement, la fixation de la durée de travail à 8 heures par jour et la possibilité pour la femme d'effectuer un travail de nuit. Le sénateur Andambou, membre de la commission spéciale, explique d'autres avantages. L'enfant de moins de 15 ans qui entre au travail comme apprenti ne peut être astreint qu'à des travaux salubres et pas de travaux de nuit de 18h à 6h du matin. Cela est une disposition qui est à son avantage. Bon, la loi, à cet état, peut être applicable, mais les experts du ministère du Travail ont dit à la Commission qu'une réforme plus complète était en élaboration au niveau du gouvernement, au point que tout le Code du travail sera finalement réformé. Cette loi donne également la possibilité pour un étranger ayant rempli certaines conditions d'être désigné à la direction d'un syndicat. La loi est donc votée par les élus des élus. Il ne reste que son application. Affaire Déo, annulation des résultats de l'élection du gouverneur du Bas-Congo, c'est ce que réclame l'avocat de la majorité présidentielle au cours d'un point de mardi à Kinshasa. Dieudonné Kadouba est revenu sur les irrégularités qui auraient émaillé ce scrutin, selon l'avocat de la MP, qui ne baissera pas les bras jusqu'à ce que la vérité de cette affaire éclate au grand jour. C'est ce que dit donc cet avocat, compte rendu.
La majorité présidentielle ne digère toujours pas la défaite de Deon Koussou au poste de gouverneur de la province du Bas-Congo. Au nom et pour le compte de ce dernier, une plainte contre les irrégularités qui auraient caractérisé cette élection a été déposée devant la cour d'appel de Matadi. Élément de preuve en appui, l'avocat de la majorité présidentielle énumère l'une après l'autre les failles qui auraient entaché ce scrutin. Que le corps électoral, soit les électeurs et dans le cas d'espèce les députés provinciaux, n'aurait pas dû être convoqué le 28 et le 31 octobre 2012 pour la raison simple que les dispositions tant de la Constitution que de la loi électorale disent que lorsqu'un gouverneur est démissionnaire, son élection doit être organisée dans les 30 jours de sa démission. Or, dans le cas d'espèce, M. Mbacha, qui était gouverneur de la province, a bel et bien procédé à une passation de pouvoir avec son vice-gouverneur le 12 mars 2012. À la dernière nouvelle, la requête de Deon Koussou aurait été rejetée par la cour d'appel de Matadi, juge de ce contentieux électoral au terme de la loi électorale. Pas du tout affecté par cette décision, Maître Dieudonné Kalouba se dit confiant quant aux chances de son client. Ma cliente reste tout à fait libre d'avoir d'autres processus politiques à entreprendre en dehors. Mais moi je me limite au seul processus judiciaire qui commence le 7 novembre 2012. Ce feuilleton judiciaire qui a débuté le 7 novembre dernier devrait certainement connaître son issue. La majorité présidentielle promet de se battre jusqu'au bout, jusqu'à l'éclatement de la vérité et obtenir que Deon Koussou obtienne l'annulation de ce scrutin qui le donne perdant devant un autre MP, Jacques Mbadou Sitou. Et contre toute attente, le candidat pour défaut de qualité, le procureur a demandé à la Cour de proclamer les résultats. La décision de cette instance judiciaire est saluée par les élus de cette province qui en appellent au calme. L'un d'entre eux, Jean-Claude Mvouemba, est au micro d'Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo. Vous avez appris ce qui s'est passé aujourd'hui à la Cour d'appel de Matadi. Des échauffourées. Donc le peuple né Congo voulait encore tomber sur ce que nous avons vécu il y a quelques années. Au moins pour une fois, la justice a suivi le bon droit parce que les élections se sont déroulées assez conformes par rapport à la tradition démocratique et que maintenant, la province du Congo central a un gouverneur qui est le gouverneur de tous les Né-Congo, sans distinction, de l'opposition, de la majorité, de la société civile, de n'importe quelle ethnie, à la personne de M. Jacques Mbadou Sitou. Tout simplement, nous le mettons en garde. Nous le jugerons à l'action. Parce qu'il a promis la réconciliation des filles et des fils Né-Congo. Et nous attendons. Accord de prêt signé ce samedi entre le gouvernement congolais et la Banque arabe pour le développement de l'Afrique. Un prêt qui permettra à Kinshasa de franchir une étape décisive dans la mise en œuvre du projet de réhabilitation et de bitumage des artères de la ville de Kinshasa. L'enveloppe de la BADEA représente en fait le premier financement. Élysée Bilonda Kassonga, Blanchard Kandolo. 8 millions de dollars américains, c'est le montant de prêt que la Banque arabe pour les développements économiques de l'Afrique accorde à la République démocratique du Congo pour le financement de la première phase du projet de réhabilitation et bitumage de quelques artères de la ville de Kinshasa. Le document que le vice-ministre des Finances Roger Chulungu et Abdelaziz Kelef, directeur général de la BADEA, endossent, réaffirme le partenariat solide qui existe déjà entre la RDC et cette institution financière, comme le réaffirme Fridolin Kassushi-Musoka, ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Dans le cadre de cette première phase, le projet porte donc sur le bitumage des 5 artères suivantes: l'avenue Croix-Rouge, la chaussée de Kimwenza, l'avenue Biangala, les avenues Bianda et la route de Kisenso. Je dois relever que le plus important pour nous, à travers cette initiative, c'est de pouvoir développer plusieurs actions susceptibles d'améliorer l'état général de nos infrastructures routières qui, accumulées dans le temps, aura un impact très significatif sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. La BADEA accorde un intérêt particulier à la République démocratique du Congo. L'organisation de cette cérémonie marque une étape décisive dans la procédure de mise en œuvre de ce projet.
L'accord de prêt que nous venons signer, Monsieur le ministre, concerne l'octroi des conditions concessionnelles d'un montant de 8 500 000 $ américains pour la réhabilitation et le bitumage de 5 artères, totalisant un linéaire d'environ 12,7 km dans la ville de Kinshasa, permettant ainsi de désenclaver des quartiers populaires et pauvres et d'assurer la liaison directe entre les 24 communes de la ville de Kinshasa. De quoi réjouir le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Que sont les sentiments de joie pour un père de famille qui voit son enfant, qu'on s'occupe de son enfant, il doit être très content. Donc on s'occupe. Mon enfance ici, c'est ma commune de Kisenso, c'est pourquoi je suis très content et pour les autres aussi. Donner un coup d'accélérateur dans le domaine des infrastructures, particulièrement les routes, demeure une préoccupation majeure pour le gouvernement dans sa volonté de matérialiser la vision impulsée par le chef de l'État, Joseph Kabila, Kabange. En route vers le village Manenga, ce quartier périphérique situé à 45 km du centre-ville, plus précisément dans la commune de Mongafula, c'est en proie à plusieurs problèmes, notamment celui des infrastructures. Le pont construit par des paysans depuis 1957 est prêt à lâcher sans eau potable ni électricité. La population de ce coin vit encore comme dans des conditions, inhumaines. Reportage. En route vers le village Manenga, quartier périphérique situé à 45 km du centre-ville de Kinshasa. Ici, c'est la verdure qui vous accueille et vous accompagne. Cette partie de la commune de Mongafula est peuplée en grande partie par le peuple Congo, dont beaucoup s'adonnent à l'agriculture de substance. Je suis né en 1957, j'ai totalisé 55 ans d'âge et je n'aimerais plus vivre. Voilà le message que donne ce pont qui ploie sous une vétusté pas indexable. Cette vieille passerelle de plus ou moins 80 mètres de longueur et 2 mètres de largeur, construite par les paysans eux-mêmes pour assurer la traversée sur cette rivière, est faite des petites planches de bois de chauffe et des lianes. Les habitants exigent un peu plus au pouvoir public. Nous sommes dérangés par le désenclavé, on peut dire. Parce que nous avons des petits-enfants qui sont nés il y a des fois 5 à 6 ans. Ils n'ont pas encore trouvé ils n'ont pas encore vu le véhicule. Nous avons ces difficultés. Nous avons fait beaucoup de rapports aux autorités, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de suite favorable. Cette partie de la ville, essentiellement paysanne, est occupée par des agriculteurs. Comme c'est le cas en campagne, eux aussi vivent dans des conditions difficiles. La production est faible, faute des possibilités. Je suis jardinier, mais j'ai manque de moyens pour bien faire mon travail. Nous cultivons les aubergines, les concombres. Nous sommes butés aussi au problème des transports pour faire parvenir nos produits au centre des consommations. Malgré l'abondance des produits agricoles sortis de leurs terres, ils éprouvent d'énormes difficultés pour les évacuer vers le centre de consommation. Nous n'avons pas de route. Celles qui restent à peine sont praticables. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Nous souffrons. Nous parcourons de longues distances à pied avec des charges à la tête, faute des infrastructures. Ici à Manenga, les jeunes filles et garçons, enfants et vieux, se donnent rendez-vous au bord de la rivière, souvent pour se baigner ou puiser de l'eau de boisson. Cette eau demande un traitement. C'est vraiment un danger, surtout pour les enfants. Cette hydropure qui fonctionnait à partir des panneaux solaires, l'ouvrage tombe souvent en panne depuis 2002. Les bénéficiaires de ce projet exigent un suivi régulier de ce programme d'adduction d'eau potable. Hydropure, projet, il y a Wallonie-Bruxelles en partenariat. Cette hydropure était placée pour desservir les populations locales en eau potable. Mais la population n'était pas bien sensibilisée, surtout lorsqu'on exigeait un peu d'argent pour l'entretien.
Voilà ce qui a compliqué l'engin aujourd'hui en panne. Na sens bango balingilaki yango te bato baza kolinga mingi kokende na source ke kozwa mai oyo eza purifié traité purifié. La construction des infrastructures à Manenga s'avère indispensable. Depuis le pillage de 1991, le trafic entre cette contrée et le centre-ville est sensiblement réduit au détriment de la population. Les efforts consentis actuellement par le gouverneur pour la relance du secteur agricole devraient avant tout cibler des sites comme celui de Fundamawenga, situé à quelques kilomètres de la ville de Kinshasa. Page rose dans ce journal. Le correspondant du groupe de presse Le Potentiel, Robert Congo, vient de convoler en juste noces. Il a épousé Madame Claude Chiboabois. La bénédiction nuptiale a eu lieu à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Paris. C'est ici qu'a été célébré le mariage du couple Congo, à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Paris. Les invités sont là. Parmi eux, l'ADG du groupe de presse Le Potentiel, qui a fait le déplacement de Paris pour soutenir son collaborateur. La chorale est prête, l'officiant du jour en place pour accueillir les mariés. Le mari d'abord, la femme ensuite. Après la lecture des Écritures et l'homélie du prêtre, c'est le moment M. Les deux époux sont invités à se passer les anneaux avant la bénédiction nuptiale. Permets cette alliance ici de mon amour et ma fidélité envers toi, notre Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Robert Congo et Claude Chiboabois sont désormais mariés devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et cela est écrit dans le livre d'or de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Place à présent à la fête. Même à Paris, la soirée va s'organiser à la congolaise. La salle est bien préparée pour accueillir les convives. La musique du terroir est bien au rendez-vous, avec des célèbres musiciens qui sont de la partie. On notera par exemple la prestation de Dona Mobeti, le compagnon de Mopero Wamaloba. Que la fête commence. Autant dire que rien n'a été laissé au hasard. La soirée aura été digne des heureux mariés du jour. Cette soirée en couleur, Robert et Claude s'en souviendront toute leur vie. Voilà, c'est par ces images que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et surtout, prenez bien soin de vous.